Politique, militantisme, journalisme, à 22 ans, Taha Bouafs a déjà une vie bien remplie. Le 11 juin, alors qu'il couvrait une manifestation de travailleurs sans papier en région parisienne, il a été interpellé. Le franco-algérien comparaîtra pour outrage et rébellion. De son côté, Taha Bouafs dénonce les violences des forces de l'ordre à son encontre. Il est l'invité de la rubrique Diaspora. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, vous avez 22 ans, vous êtes né en Algérie, vous avez grandi ici en France, vous êtes arrivé à l'âge de 6 ans. Quel lien, quel rapport vous entretenez avec l'Algérie? Écoutez, comme vous venez de le dire, c'est mon pays d'enfance. C'est le pays de mes parents et de mes grands-parents. C'est un pays qui a une histoire politique bien particulière avec la France, donc le pays aujourd'hui où je vis, où j'ai grandi. Je suis lié de façon extrêmement forte avec l'histoire politique qui a été celle de l'Algérie et celle de la guerre d'indépendance qu'ont menée mes deux grands-parents. Mon grand-père du côté de ma mère et mon grand-père du côté de mon père. L'un d'eux a été condamné à mort, puis a été libéré en 62 à la libération de l'Algérie. Et il y a un héritage familial finalement de ces luttes anticoloniales contre l'injustice. Et aujourd'hui, mon engagement prend racine aussi dans ce qu'a pu être cette lutte-là. Alors, on l'entend, hein, votre engagement militant. Vous êtes aujourd'hui journaliste. Il y a 2 ans, vous vous êtes présenté aux élections législatives en France. Vous vous présentez comme militant des quartiers populaires. Ça veut dire quoi ? Militant des quartiers populaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, je vous parlais de l'histoire des luttes en Algérie, des luttes anticoloniales, il y a aussi une continuité des luttes des quartiers populaires, des gens qui sont issus de cette immigration postcoloniale et qui ont des combats qui sont spécifiques, qui sont peut-être parfois complémentaires avec des combats des personnes qui habitent dans les milieux ruraux, qui sont aussi des territoires défavorisés et qui sont délaissés, mais on a des combats spécifiques, notamment contre le racisme, contre les violences policières, il y a un véritable héritage. Il y a eu des luttes, il y a eu dans les années 80 nos aînés qui sont levés et qui ont marché pour la dignité et contre le racisme. Il y a eu des organisations contre le racisme et contre les violences policières. Et moi, je m'inscris dans cet héritage-là. Et quand je dis militant des quartiers populaires, c'est-à-dire que je milite contre les injustices sociales, fiscales, écologiques, etc. Mais je m'inscris aussi dans un héritage spécifique qui a été celui de mes aînés, le combat de mes aînés. Et je m'en imprègne totalement. Donc c'est ça. Alors, vous êtes militant de gauche. Vous avez été présent lors d'un blocage dans une université parisienne. Vous avez participé à produire et à relayer une fausse information sur un blessé fictif. Que pouvez-vous nous en dire? J'ai pas participé à la produire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais pas journaliste. J'étais, comme vous le dites, j'étais militant. J'étais sous ce mouvement étudiant. Il faut reposer le contexte. C'était un contexte de violence. Il y avait eu plusieurs interventions policières, plusieurs interventions aussi de la part de militants d'extrême droite. Nous, ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas dormi. On est évacué, donc les violences, il y en a eu pendant cette évacuation. À ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui viennent et qui nous disent voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une erreur, ça a été celle de relayer ce témoignage. J'ai retranscrit ce témoignage sur Twitter. Et c'est vrai que ça a été une erreur. Ça a été une bonne leçon aussi. Je me suis fait taper sur les doigts. Et puis depuis, j'ai appris à revérifier mes informations, à les recouper et peut-être plus à ce moment-là rentrer dans une démarche un peu plus journalistique, bien qu'à ce moment-là je ne l'étais pas. Alors du coup, depuis, comme vous le dites, vous êtes devenu journaliste. Vous êtes l'auteur de la vidéo qui a permis de révéler l'affaire Benalla, donc le conseiller à la sécurité, l'ex-conseiller à la sécurité du président Macron. Comment cela marque votre début de carrière ? Je crois que ça raconte quelque chose. Bon, d'une part, ça me donne une visibilité assez monstrueuse à ce moment-là, mais je crois que ça raconte quelque chose sur une certaine façon, une certaine pratique du journalisme. Je crois qu'à ce moment-là, moi, je documente beaucoup les violences policières, c'est-à-dire que je suis sur les piquets de grève, sur les manifestations dans les quartiers populaires pour filmer et pour montrer les exactions parfois policières. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, pour reposer le contexte, c'est la manifestation du 1er mai qui a été extrêmement violente. Les manifestants sont fait gazer, matraquer au niveau du pont d'Austerlitz. La manifestation a été arrêtée à ce niveau-là. Après la manifestation, donc moi je me rends sur la place Contrescarpe pour un apéro militant. Et à ce moment-là, la place Contrescarpe est menacée par plusieurs groupes de CRS.
Et à ce moment, voilà, il y a des CRS qui chargent le tas. Et donc, il y a deux policiers qui, pour moi, étaient deux policiers en civil. Ils s'avéreront plus tard être des collaborateurs du président de la République. Je les filme, je poste la vidéo sur Twitter. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça n'a pas forcément été repris parce qu'il y a une sorte de banalisation de la violence policière où, en fait, bah, ouais, ça choque plus aujourd'hui de voir des manifestants se faire molester par des policiers. Et donc, il a fallu que 2 mois et demi plus tard, on identifie le collaborateur du président de la République pour que ça crée le scandale. Effectivement, le scandale est là. Et je crois que, en tout cas, il y a eu ensuite les enquêtes des journalistes. Pour vous, en tout cas, ça a été un début de carrière fort, on peut dire ça? Je ne sais pas si c'est un début de carrière. En tout cas, moi, ça définit bien ma pratique du journalisme, c'est-à-dire sur le terrain, sur le front. Vraiment au milieu de toute la brutalité de ce qui se passe, exactement. Alors justement, mardi dernier, vous couvriez une manifestation de travailleurs sans papier en région parisienne. Vous avez été interpellé par la police. Vous serez convoqué l'an prochain pour outrage et rébellion. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un reportage sur donc, des travailleurs et des travailleuses sans papier du site de Chronopost à Alfortville, dans le 9-4. C'est des travailleurs et des travailleuses qui travaillent dans ce site de Chronopost, qui est une succursale de la Poste, et qui ne sont pas embauchés, en fait. C'est-à-dire qu'ils passent par des boîtes d'intérim. C'est une sorte de contournement de la loi pour maintenir ces travailleurs et ces travailleuses en situation de précarité et pour finalement en sorte, parce qu'en France, quand on travaille, on doit être régularisé. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé en fait ce jour-là? Et voilà. Non, mais je tiens quand même à mettre la lumière sur les conditions de vie, les conditions de vie des travailleurs sur cette antenne. Et du coup, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que donc en faisant mon reportage là-bas, systématiquement, comme c'est le cas, des policiers m'empêchent de faire mon reportage, m'empêchent de filmer, s'approchent de moi violemment et commencent voilà à m'empêcher de filmer, à me pousser et m'interpellent. Donc on m'a déboîté l'épaule, on m'a frappé ensuite dans la voiture de police. J'ai été privé 24 heures de ma liberté et on a mis mon téléphone sous scellé et on l'a envoyé au parquet pour être exploité. Alors rapidement, donc vous êtes un personnage clivant dans le milieu médiatique. Vous travaillez pour le site d'information Là-bas j'y suis. Vous portez Là-bas j'y suis, pardon. Vous portez d'ailleurs le t-shirt. Certains confrères remettent en doute votre légitimité quand d'autres soutiennent votre travail. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, je crois que je ne demande pas à être adoubé ni à être validé. Il y a eu une vingtaine de rédactions dont la vôtre qui ont signé un communiqué de soutien, pas forcément à mon travail, mais surtout au fait que c'est le journalisme qui est attaqué, c'est la protection du secret des sources. Je ne demande pas à être validé, je demande juste à pouvoir faire mon boulot comme tout le monde. J'ai un contrat de travail sous la convention collective des journalistes, je me lève tous les matins pour aller bosser et j'ai pas à être frappé, mon téléphone n'a pas à être confisqué, tout simplement. Après que certains, comme Robert Namias, d'ailleurs il m'a simplement rappelé qu'il n'était pas mort en tweetant là-dessus, je trouve ces gens assez malhonnêtes. Surtout venant de la part des chantres du libéralisme qui nous vendent la sacro-sainte liberté d'entreprendre, qui refusent à mon employeur, qui est un organisme de presse, de m'embaucher en tant que journaliste. Donc je trouve ça assez culotté, mais en tout cas je demande juste à être respecté dans mon travail, à pouvoir faire mon travail correctement. Je ne demande pas à ce qu'on vante mes mérites, voilà, tout simplement. Dernière question très courte. En France, vous couvrez beaucoup l'actualité sociale, les manifestations. Quel regard vous portez sur les manifestations qui se déroulent en Algérie? Très rapidement. Écoutez, je crois que les manifestations populaires et spontanées qui ont eu lieu, qui ont secoué l'Algérie ces derniers mois, donnent une leçon à pas mal de gens. Il y a une vraie maturité politique dans ce qui s'est passé en Algérie, dans le fait que, oui, il y a un système qui est corrompu, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire d'un président ou d'une personne, c'est l'histoire d'un système politique qui est corrompu et que surtout, il fallait quand même bien garder à l'esprit qu'il y a des tentatives aussi de déstabilisation et qu'il y a une unité nationale quand même à garder et je crois que c'était quelque chose d'important aussi. Merci Taha Bouafs, journaliste pour le site d'information Là-bas j'y suis. Merci.